pour commencer, je crois qu'en parlant du film Le Concert, on ne peut commencer qu'en musique. Je laisse donc la parole à Sarah qui va nous interpréter un extrait de ce merveilleux concerto pour violon de Tchaïkovski. Tu veux un micro Magnifique extrait, il va sans dire, et on confirme qu'effectivement le violon n'avait pas besoin de micro. Alors, Radu, je vais me tourner vers toi pour cette première question, ça me semble légitime. Elle sera simple. Comment est venu ce scénario si original, cette histoire improbable de cet orchestre qui se fait passer pour un autre ? En 2001, effectivement, un faux orchestre du Bolchoï s'est rendu à Hong Kong. Donc le synopsis adapté ce fait divers, faisant venir le faux orchestre à Paris. Donc j'ai lu le synopsis, j'ai beaucoup aimé, mais surtout une phrase, lorsqu'il était énoncé que c'était un faux orchestre du Bolchoï qui débarquait à Paris. Le reste était intéressant, ça me correspondait moins parce que les auteurs n'étaient pas vraiment de l'Est et ils ne connaissaient pas toutes les petites subtilités de la vie là-bas, ni la dictature communiste. Donc avec leur autorisation et l'autorisation de ce producteur-là, j'ai embarqué mon ami et co-scénariste Alain Michel Blanc. On est parti à Moscou. Et à partir juste de cette phrase, un faux orchestre du Bolchoï, on a un peu tout rebâti. On a écrit une autre trame, une autre structure avec d'autres personnages. Et voilà, on s'est bien amusé. D'abord à Moscou, interviewant et rencontrant à peu près tous les personnages ou semblables qui se retrouvent aujourd'hui dans le film, essayant d'aller sur des lieux du crime, c'est-à-dire dans des appartements de gens, fouillant chez eux avec leur autorisation pour comprendre la vie quotidienne de ces gens-là et aujourd'hui, et écoutant beaucoup d'histoires du passé pour essayer d'être au plus près des réalités actuelles et passées. Et surtout, on a rencontré beaucoup de musiciens. Alors justement, à propos de cette problématique autour des musiciens juifs durant les années 70. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui en fait s'est réellement passé ? C'est années 80 plutôt, c'est la fin du règne de Brejnev. Donc que certains disent qu'il n'était pas si dictateur que ça quand même. Après Staline, ça n'a pas été un gentil. Et Staline, ça a été le pire. Et Brejnev, même s'il y a eu plusieurs périodes lors de la dictature de Brejnev. Donc dans les années 80, il a viré des juifs des orchestres soviétiques. Une des raisons, c'est parce que on en a fait une blague, une des blagues dans les pays de l'Est en général, mais beaucoup plus en Union soviétique, c'est quoi la définition d'un orchestre de chambre soviétique ? Et on disait c'est un orchestre symphonique qui rentre de tournée en Occident. Donc souvent les juifs ne rentraient pas.
Et donc Brejnev a fait virer les juifs des orchestres soviétiques, surtout des 3 principales, Bolchoï, Orchestre national et Saint-Pétersbourg. Et un chef d'orchestre qui n'était pas juif, qui était très courageux, s'est opposé à ça. Il s'appelait Evgeny Svetlanov et il s'est fait virer avec eux. Bien sûr, après, il n'est pas devenu homme de ménage comme dans le film. Il a pu poursuivre sa carrière, surtout en Occident. Mais voilà, on s'est inspiré aussi de ce fait divers. Alors justement, vous partez donc de cette anecdote, de ce synopsis et également d'événements réels. Le personnage d'Andrei et d'Anne-Marie, est-ce qu'ils se sont tout de suite imposés à vous ou ça a été un long travail de maturation ? Le personnage d'Andrei tout de suite, c'est-à-dire on a construit sur cette trame-là. Anne-Marie, c'est venu plus tard. Comme souvent dans mes films et dans mes scénarios, à un moment donné de l'écriture, je me rends compte qu'il me manque ce que j'appelle un second moteur. Dans tous mes films, il y a un premier moteur, c'est-à-dire ce que j'appelle le premier acte. Un film comme une pièce de théâtre, en tout cas dans la version classique. Après, il y a des merveilleux films qui ne respectent pas cette règle. Et il est construit comme une pièce de théâtre, premier, deuxième, troisième acte. Premier acte, l'exposition. Deuxième acte, où on raconte l'histoire. Et troisième acte, la résolution. Et il manquait, disons, le deuxième acte, le moteur du deuxième acte. Une fois qu'on a installé le fait qu'un fort orchestre arrive à Paris, après, on s'est dit, bon, bah, et alors, et avec ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que l'enjeu, vont-ils arriver à jouer leur concert ? Est-ce qu'il est suffisant ? Et on s'est rendu compte que non. Donc, il fallait un deuxième moteur, un moteur beaucoup plus intime, beaucoup plus humain, beaucoup plus profond. Et c'est là où on a sorti l'idée, au bout d'un moment, ça ne vient pas tout de suite comme ça, qu'il fallait un deuxième enjeu. Pas seulement est-ce que cette bande de has-been arriveront-ils à jouer et à produire ce merveilleux concert. Mais le deuxième enjeu qu'on a trouvé, c'est qui les parents d'Anne-Marie ? Est-ce que c'est lui le chef d'orchestre avec Guylaine Miou Miou, qui devenait un enjeu plus intime, plus personnel, au-delà du premier enjeu. Alors, on a la Russie, on a l'orchestre du Bolchoï, donc on se dit immédiatement que le concerto pour violon de Tchaïkovski s'avérait un peu obligatoirement. Est-ce que tu as toi-même une histoire particulière avec ce concerto ? A priori non, c'est-à-dire pas avant d'écrire le scénario. Lors de l'écriture, s'est posé la question, et je ne me rappelle plus si on se l'est posé ensemble, quel serait ce concerto qu'on avait déjà écrit dans le scénario, un concerto. Donc on a commencé à écouter très vite, tous les grands compositeurs n'ont pas écrit des concertos pour violon. Moi j'ai écouté, je me rappelle, Rachmaninov, Shostakovich. Shostakovich, je l'ai mis de côté parce que comme c'est le compositeur de l'hymne de l'Union soviétique et qu'il avait un rapport un peu ambigu avec Staline, ça m'irrissait parfois les poils. Mais c'est un grand compositeur quand même. Et j'ai redécouvert dans les vinyles de mon papa ici présent, les vieux vinyles soviétiques, un sublime concerto de Tchaïkovski avec Oistrakh, et qui était merveilleux, qui nous a donné la chair de poule, et tout de suite on a eu l'impression qu'il avait écrit pour le film. Peut-être que oui. Il nous a pas répondu. On lui a envoyé un mail, mais c'était l'évidence même. C'est-à-dire par rapport à ce qui était écrit à la fin du scénario, c'est crescendo, le rapport à la force vitale et l'optimisme et ce violon nostalgique, comme s'il parlait du passé triste. Tout était dedans. Après, j'ai passé le bébé à Armand qui m'en a voulu parce qu'il était trop long, donc il fallait le réduire à 12 minutes 22 exactement. Donc je lui ai dit, voilà, tu te débrouilles et tu te débrouilles à ce que l'intensité des moments soit exactement là où il y en avait besoin dans le scénario. C'est-à-dire qu'il y avait besoin des moments plus calmes, des moments plus lyriques et des moments de crescendo de l'orchestre qui étaient très précis. Et donc c'était un casse-tête chinois après, sans trahir Tchaïkovski, mais ça il vous racontera comment ils ont fait pour l'adapter exactement au scénario.